Double qualification au quart et mondial assurée brillamment par les Éléphantos après leur belle victoire 4-2 face au Mali. On débriefe tout cela dans ce Lundi Sport qui démarre maintenant. Bonsoir. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI1 pour ce Lundi Sport, un numéro que nous prenons plaisir donc à vous présenter. Nous sommes en compagnie de Salif Ouattara et Roméo Koulibaly. Bonsoir Salif. Bonsoir Samuel. Vous allez bien? Ça va. J'adore l'orange que vous avez mis. Comme moi, le marron. Pour célébrer la Côte d'Ivoire victorieuse. Roméo Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'être là. Alors finalement, messieurs, nous allons donc couvrir ce Lundi Sport avec cette belle victoire des Éléphantos qui ont fait honneur au drapeau national avec un jeu collectif séduisant. Salif Ouattara, 4-2 face au Mali pour obtenir cette double qualification pour les quarts de finale de la compétition, la CAN des U17 et aussi le mondial. Il y a vraiment ce travail extraordinaire de Alino Aïdara, ce jeune prodige de 16 ans qui ne cesse d'éclabousser de tout son talent cette compétition. Je crois qu'aujourd'hui, il était à son 6e but, vraiment impressionnant quand on a écouté le sélectionneur Bassirike Diabaté qui ne tarit pas d'éloges et qui le qualifie même d'un numéro 9 à l'ancienne. C'est pour vous dire combien de fois il est sûrement précieux pour cette sélection. Ouais. On a pris plaisir à regarder ce match, mais on n'a pas compris pourquoi à un moment donné il y a eu ce relâchement qui a profité au Mali, qui a pu inscrire 2 buts. On voit d'ailleurs les buts donc voilà, à l'écran. Là, il fallait vraiment faire attention parce qu'à un moment, c'était vraiment compliqué. Le match était... il y avait assez de peine. On se demandait si finalement les Éléphantos allaient réussir à tirer leur épingle du jeu. Et heureusement qu'il y a eu Broulaye Cissé, ce coup d'éclat spectaculaire qui réussit au moins à conduire les Éléphantos tout droit vers une qualification en quart de finale et surtout vers le mondial. C'est des étapes très importantes. Félicitations à tous ceux qui ont contribué à cette victoire, surtout à Bassirike Diabaté qui a commencé petitement ici. On l'a vu commencer avec les clubs ivoiriens, et puis après c'était au niveau de la sélection. Beaucoup ont hésité, beaucoup ont douté, se sont dit qu'ils n'avaient pas forcément les coudées franches pour réussir cette mission. Aujourd'hui, il est en train de se frayer un petit chemin, de montrer que d'entraîneur on peut passer à sélectionneur assez rapidement. Moi, je suis satisfait. On prend plaisir à revoir encore ces buts, Roméo Koulibaly. On constate un jeu collectif assez bien maîtrisé, un pressing assez haut, et puis des garçons qui surtout ont été assez cliniques, à l'image donc du buteur maison, Alino, doublé aujourd'hui encore. Oui, c'est une équipe de Côte d'Ivoire qui n'a pas eu véritablement le ballon. Quand on se fie au tableau de bord à l'issue de cette rencontre-là, à peine 40% de possession de balle, mais c'est une équipe qui allait très très vite en jeu de transition rapide vers l'avant. Une équipe de Côte d'Ivoire qui a su marcher avec ses individualités, amenée par Alino Aïdara, le pensionnaire de Mainz 05 de Aristide Bansé. Quand vous avez Aristide Bansé comme mentor, je pense que devant les buts, on s'est assuré. Et là, il est à 6 buts avec des passes décisives. Non seulement il pèse dans la construction et dans la finition. C'est ce qui véritablement rassure. Ensuite, il y a un technicien de banc de touche qui connaît bien la formation des jeunes, passé par le Racing Club d'Abidjan, qui a beaucoup aujourd'hui de joueurs qui évoluent en U20 et en U23 de Côte d'Ivoire, donc il est dans son jardin. Maintenant, on a eu quelques moments de frayeur avec des relâchements coupables dans notre surface de réparation qui ont coûté 2 buts à cette sélection. Mais on a vu également la force de caractère parce que c'est une équipe qui n'a pas douté et les remplacements ont été attendus. Ils sont arrivés tardivement, mais quel remplacement, quel Contique gagnant avec Broulaye Cissé qui nous décoche une banderille. Et on a envie de dire encore un numéro 14 face au Mali. Après Omar Diakité, vous avez Broulaye Cissé. Après Omar Diakité, vous avez Broulaye Cissé, c'est tellement bien dit. Nous retrouvons Jean-Sylvain Esso, donc du côté du Maroc. Il était au plus près des Éléphantos et aussi des supporters. Il nous fait son analyse. Alors Jean-Sylvain Esso, bonsoir. Quelle analyse faites-vous donc de ce Côte d'Ivoire-Mali?
pour les U17. Le 7 tous, jouer le Mali est un match de prestige, quelle que soit la catégorie, quel que soit donc l'enjeu, quel que soit l'environnement. Il faut gagner ce soir. Les éléphants l'ont fait. Ils n'ont pas été totalement brillants, surtout en seconde période, mais le plus dur a été fait en première période, avant donc ce but venu du 7e ciel dans les minutes additionnelles qui a tout simplement libéré les éléphants de Côte d'Ivoire. L'objectif numéro 1, c'était de ne pas perdre face au Mali. L'objectif numéro 2, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde. Les éléphants disputeront les quarts de finale et la Coupe du Monde. On espère tout simplement que pour les quarts de finale, la Côte d'Ivoire va encore retrouver son efficacité devant les buts et pourquoi pas obtenir le sésame pour la demi-finale. Et oui, Jean-Sylvain Resso, ça nous fait plaisir de voir cette ambiance et je vois bien que c'est ce que vous avez bien voulu nous présenter, mais concrètement, quelle est votre analyse après ce Côte d'Ivoire-Mali? L'une des forces de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire ou des éléphantaux de Côte d'Ivoire, c'est aussi la qualité de ses supporters. Ils sont venus donc des villes de Casablanca, de Tanger, de Fès et de Marrakech pour pousser, pour encourager les éléphants de Côte d'Ivoire. Le match est terminé, mais 2 heures après, le show continue toujours à quelques encablures du stade de Bereshid. Et si la Côte d'Ivoire n'a pas été orpheline, si la Côte d'Ivoire a existé dans la tribune, c'est également grâce à la prouesse d'un homme, c'est M. Aka Alain qui va nous rejoindre maintenant. Alors, M. Aka Alain, bonsoir, félicitations pour vous. Dites-nous comment vous avez réussi donc à mobiliser tous ces Ivoiriens-là. Tout le monde attendait ce match. Et on n'a pas demandé à appeler, ce sont eux-mêmes qui m'appelaient, ils étaient prêts. Bon, on n'a pas pu arriver à temps parce qu'il y avait du monde, les cas faisaient défaut. Mais on est venu avec quelques moyens de bord. Il y a encore le match de quart de finale, toujours ici à Bereshid. Est-ce que ces Ivoiriens, est-ce que vous serez encore présents pour épauler la Côte d'Ivoire? On sera toujours là pour soutenir nos éléphants jusqu'à la finale. Tu as confirmé Aïdara, tu as confirmé, c'est ce qui me plaît. Tu as confirmé, tu as démontré que ce sont les Ivoiriens. Et c'est toujours les Ivoiriens. Vive la Côte d'Ivoire! Quelqu'un dit vive la Côte d'Ivoire! Vive la Côte d'Ivoire! Et ce qui est sûr, Jean-Sylvain Resso, c'est que le séjour au Maroc va se prolonger. On imagine bien, donc on voudrait encore une fois saluer le travail effectué par Jean-Sylvain Resso, Frédéric Edia et Barnabé Conan Salif Ouattara. Finalement, l'objectif n'était pas que de gagner, mais surtout être premier de sa poule. Je vois que So ne finit pas de saluer, de amener ce bonsoir parce que comme vous l'avez vu, il est encore en pleine journée. C'est cela. Vous savez qu'on est dans un climat assez hivernal, approchant celui de l'Europe, donc où il peut faire jour jusqu'à 21h souvent. Donc je sais que c'est pour ça qu'il insiste en fait parce que il n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que jusque là peut-être bon c'était pas une habitude pour lui. C'est cela. Bon, ce qu'on peut dire c'est qu'aujourd'hui, on ne dira pas mission accomplie parce que la compétition, elle est encore longue. Il y a un quart de finale à négocier, une demi-finale et une finale. On a tous entendu le président Idriss Diallo, il y a quelques mois de cela, sur un plateau de la radio-diffusion télévision ivoirienne, qui disait que son ambition aujourd'hui, c'est vraiment de hisser haut le drapeau ivoirien avec toutes ces sélections, y compris les sélections jeunes. Donc on ira au mondial, ça aujourd'hui c'est un acquis, mais comment faire pour revenir avec ce trophée? C'est une possibilité, il ne faut pas se fixer d'impossibilité dans la tête. Aujourd'hui, les garçons, ils jouent décomplexés, ils ont le moral, ils ont le mental, mais je pense qu'ils sont faits pour aller jusqu'au bout. Quand on a Bassiriki Diabaté qui pousse aussi, qui donne de la voix, je pense que ça peut marcher pour les éléphantaux qui pourront se retrouver forcément sur le chemin du Maroc à un certain moment. Ça va forcément arriver, mais c'est le pays hôte. Il faudra aussi être costaud à ce niveau si au moins on arrive à passer le cap des quarts de finale. Il faudra être costaud, être clinique, être toujours concentré, Roméo Koulibaly, parce que les quarts de finale, c'est également, on dirait, une autre partie de cette compétition qu'il va falloir bien négocier. C'est une autre compétition qui commence. Ouais. Il y a plus de matchs derrière pour vous rattraper. C'est ce qu'on appelle les matchs couperés. Voilà, donc il n'y a plus de calcul à faire. Et sur 90 minutes, ce n'est pas forcément l'équipe la plus talentueuse qui l'emporte, mais c'est généralement l'équipe la plus combative, la mieux en place tactiquement, qui arrive à passer le cap et à faire trébucher son adversaire.
Donc pour moi, il va falloir véritablement se baser sur les 40 premières minutes des éléphants U17 qui ont montré de bien belles choses, qui ont été précis dans les passes, qui ont été justes dans le positionnement tactique, qui ont étouffé cette équipe malienne, qui l'ont fait déjouer avant de tomber dans ce faux train-là et de se faire imposer le rythme de jeu des Aiglons du Mali. Donc les 40 premières minutes de ces éléphants-là ont été véritablement parfaits pour moi. Donc il va falloir se baser là-dessus. On a vu le body language de Vassiri Diabaté. Ouais. Au deuxième but de Alino Aïdara sur penalty, il a dit non, calmons-nous, rien n'est encore joué. Quand vous avez un entraîneur comme ça qui rassure et qui intime l'ordre à ses enfants de rester concentrés car rien n'est encore joué, c'est qu'il a conscience de la tâche. Et je pense que le cap des quarts de finale pourrait être assez abordable pour les garçons. Maintenant, terminer dans le dernier carré, voire sur le podium, sinon remporter la coupe comme ce fut le cas pour la génération à Jimo Chéri, Franck Yannick Kessié et Diallo Ismaël Chester, puisque cette génération nous a donné 2 champions d'Afrique lors de la CAN 2023. Ben, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. D'ailleurs, je vous propose de retrouver Jean-Sylvain Ressot au niveau du Maroc pour quelques réactions du sélectionneur et de quelques joueurs après le match. Les enfants étaient un peu tombés en dilettante suite au premier match. Après la performance du premier match, ils ont cru que tout était facile, tout était acquis. Voilà, cette piqûre reçue face à l'Angola a fait mal et du coup tout le monde s'est remobilisé, tout le monde s'est remis à l'endroit avec une très bonne dose de concentration. Ils n'ont rien lâché, ça n'a pas été facile. Très belle équipe du Mali. Mais ils sont arrivés au bout de ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la victoire. Ces 2 visages ont été présentés. Vous savez que ce sont des jeunes. Les jeunes, au niveau de la concentration mentale, c'est assez compliqué. Pour eux, c'était déjà un acquis. 3 buts d'écart, c'est bon. L'affaire est pliée. Et tout de suite, ils sont retombés dans leur travers. Et il a fallu justement ce 2e but du Mali pour rappeler aux enfants que, attention, rien n'est terminé, il y a encore du boulot et il faut encore se concentrer. Et je pense que c'est ce qu'ils ont réussi à faire, réagir. Vous savez, les Ivoiriens aiment avoir le mur sur le dos avant de réagir. Et ce 2e but du Mali a fait mal. Ils étaient non seulement pas dos au mur, mais le mur sur le dos. Ils ont tout de suite sorti le visage qu'ils ont présenté dès l'entame et tout de suite, ils ont fait la différence. C'est surtout ça, c'est mental, c'est de leur âge. Au niveau des jeunes, la concentration ne peut pas être optimale comme chez des adultes ou des seniors. Sacré Vassiri Diabaté, ils avaient le mur sur le dos, et comment? Et ils ont su donc supporter la pression. Alors, messieurs, nous allons tout simplement dire bon vent aux éléphantaux pour la suite de la compétition, et déjà bravo pour ces premiers résultats. Quittons les éléphants U17 pour suivre à présent la préparation des éléphantes, désormais conduite par le coach Reynald Pedros face au Kenya vendredi dernier. Les éléphantes ont sorti donc un visage assez conquérant, 2-0. Le point avec Pascal Koné. Premier test grandeur nature pour le sélectionneur de l'équipe féminine de Côte d'Ivoire, Reynald Pedros et son commando. Au match amical, les éléphantes de Côte d'Ivoire étaient face aux Kenyanes. Elles ont réussi le pari de s'imposer. Le but matinal de Undri Grace donne l'avantage aux éléphantes qui se heurtent cependant à des Kenyanes frustrés qui imposent leur rythme. Les Ivoiriennes vont ainsi subir jusqu'à la récréation sans prendre de but. Le score reste inchangé, Côte d'Ivoire 1, Kenya 0. En seconde période, le jeu se rééquilibre. Amani Kakuna, la capitaine et ses coéquipières se déchaînent sur la défense kenyane. Elles sont récompensées à la 48e minute d'un penalty sur une faute indiscutable dans la surface de réparation, mais Diakité Mariam loupe son vis-à-vis. 4 minutes plus tard, soit à la 52e minute, Diakité Mariam se rachète. Côte d'Ivoire 2, Kenya 0. Les Kenyanes portés par leur capitaine Akinoko Hassan tentent le tout pour réduire le score sans y parvenir. Au coup de sifflet final, la Côte d'Ivoire s'impose sur le score de 2-0 face au Kenya. Nous n'avons pas fait une première mi-temps réluisante, donc on a attendu les consignes du coach. Et je vous assure qu'il nous a bien encadrés.
parce qu'on avait travaillé dans un système qu'on n'a pas pu mettre en place en première mi-temps. Et je pense que son discours a été effectif parce qu'en deuxième mi-temps, nous rentrons avec l'envie de faire ce qu'il nous a appris. Et voilà, on a fait ce qu'il nous a appris et voilà le résultat. C'est leur premier match, je crois, depuis 2 ans. Donc il faut aussi remettre un peu la machine en route. Il faut que les filles se rendent compte que le niveau international, c'est pas le niveau du championnat. Et puis il faut travailler dans la sérénité, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de professionnalisme, et puis enchaîner les étapes petit à petit. Le match amical retour entre les sélections féminines du Kenya et de la Côte d'Ivoire est prévu le mardi 8 avril 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny. Et voilà le match prévu donc ce mardi, toujours au stade Félix Houphouët-Boigny. Roméo Koulibaly, on a vu donc cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Est-ce que déjà on peut dire que Reynald Pedros a imprimé un bon état d'esprit à ce groupe? Déjà, on va dire que c'est sans doute un peu tôt de le dire. Nous avons eu l'occasion de regarder ce match de bout en bout. En première période, on n'a pas véritablement reconnu un système tactique. Ce sont des filles de Côte d'Ivoire qui ont couru après la balle. Et à la pause, ça a été dit dans le reportage, Reynald Pedros, il a passé une véritable soufflante à ses filles. Il les a recadrées et lorsqu'elles sont revenues lors de la seconde période, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire mieux structurée, surtout à cause de certains remplacements qui sont arrivés pour maintenir véritablement cette équipe-là à flot, où des Cissé Matoba ou des Créto Prissi, Diakité et Kankuna sont un tout petit peu sortis du lot pour apporter véritablement un peu plus de technicité à cette formation. Mais on ne va pas leur jeter l'opprobre. Ce sont des dames qui n'ont pas évolué ensemble depuis bientôt 2 ans. Ouais. Cette équipe de Côte d'Ivoire qu'on voit maintenant est totalement différente de celle qu'on a vu évoluer lors de la dernière compétition IFOAB, donc il faut laisser le temps au temps. Il aura donc ce second match-là ce mardi au stade Félix Houphouët-Boigny pour encore peaufiner les derniers détails avant d'entrer de plein pied véritablement dans les matchs à élimination pour être présent à cette CAN-là, parce que depuis 2014, la sélection féminine de football de Côte d'Ivoire n'a plus participé à une CAN. L'objectif, quand vous prenez Reynald Pedros, qui a été entraîneur de Lyon, qui a été entraîneur des Lions de l'Atlas, qui ont été finalistes de la dernière CAN, qui ont participé au mondial. L'objectif, non seulement, c'est pas de figurer, c'est de revenir sur l'échiquier africain et surtout de composter une qualification pour le prochain mondial. Donc, petit à petit, il a du boulot il a du pain sur la planche, il en est conscient. Mais on espère qu'il va réussir et mener à bien sa mission. C'est clair, on espère qu'il va réussir. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous attendez de ces filles et de leurs sélectionneurs? Moi, je suis plutôt partagé entre ce qui se passe au niveau de la sélection et la situation du football féminin ivoirien en lui-même. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de parler d'une sélection nationale, mais tant qu'on n'aura pas implanté les bases pour avoir un véritable championnat, avec des talents qui sortent de ce championnat, qui ont de la valeur, qui ont de la compétence, ce sera difficile à chaque fois pour tous les sélectionneurs qui viendront parce qu'ils sont obligés d'aller au fin fond du monde, trouver des Ivoiriennes, venir composer avec les clubs qui ont accepté d'investir dans le football féminin. Ouais. J'imagine la tâche de Reynald Pedros, elle n'est pas du tout aisée, elle n'est pas facile. Il n'est pas à son premier rassemblement, il a déjà initié d'autres rassemblements, mais toujours avec le même objectif. Aujourd'hui, il est partagé forcément entre la valeur locale et les compétences internationales parce qu'il veut pouvoir miser sur des valeurs locales, mais où les trouver? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la SEC, le Stella et tous ces clubs, ces grands clubs au masculin qui essayent d'investir dans le football féminin, mais encore que c'est difficile en termes de financement, c'est difficile en termes de positionnement de rencontres et d'opposition pour les matchs. La Fédération ivoirienne de football fait sa part, la Ligue professionnelle fait sa part, mais il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ce championnat-là féminin puisse vraiment
prendre toute sa valeur pour qu'on puisse avoir des talents au niveau du championnat local qui vont pouvoir aider tous les sélectionneurs, même après Pedros, à pouvoir performer. Roméo l'a dit, il y a eu beaucoup de situations qui se sont passées avec le foot féminin. Depuis des années, on ne participe plus au CAN, mais il faut pouvoir faire l'analyse à fond. C'est clair. C'est cette analyse que nous venons de faire. Et nous pensons qu'il est là pour sauver le navire football féminin ici en Côte d'Ivoire. Et on attend de voir, il y a encore du chemin à parcourir. Et on voudrait lui dire bon vent, voilà, donc pour sa mission. Passons à présent au 8e de finale au niveau de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Le week-end a été riche et bien animé par des matchs de belle facture. Le point avec Patrick Dadier, Arsène Kouassi et Henri-Joël Labois. Véronique Conan aussi. Le défenseur Kone Issa envoie le Racing Club d'Abidjan, vainqueur de l'édition précédente de la Coupe nationale, en quart de finale 4-3. Et pourtant, que de frayeur avant d'y arriver. Traoré Sidiki de l'AFAD, par un doublé en seconde période, répond aux réalisations de Keita Namori et de Chris Wawa. Toujours au Champrou, le ciel semble tomber dessus. Eux, ce sont les poulains du coach Guamene Massim. Méconnaissable et malmené 4-2 au terme des 90 minutes de ces 8e de finale de la Coupe nationale par Sol FC d'Abobo. Dans le courant de la demi-heure de jeu, Seri Florian et Bakayoko Sendou Junior mettent déjà à genoux Iska. Chris Longeville Nda et Diomandé Ahmed prennent part au festival avant de voir Mohamed Diakité et Abdou Razak rendre la note moins salée. C'est finalement le dimanche 6 avril que s'est tenu le match entre le stade d'Abidjan et Sigilolo FC au Félicia. Le stade ouvre la marque à la 15e minute de jeu avec un but de Zadi Ezekiel. Quand Sigilolo rétablit la parité quelques instants plus tard. De retour des vestiaires, les Yéyé marquent par 2 fois en espace de 2 minutes, 67 et 69e minutes, avant que Kofi Steve n'enfonce le clou. Score final 4-2. Le stade a su vraiment profiter de ces occasions. Nous avons raté d'énormes occasions. Je ne suis pas très déçu. Donc c'était très difficile. On a eu la malchance en début de match. On était obligé de changer le système de jeu parce qu'on ne les connaissait pas vraiment. Donc on a changé et ça a payé. Le stade d'Abidjan disputera les quarts de finale comme l'année dernière, cette fois face à la SOA. Les équipes de Mouna FC et de la société Omnisport de l'armée ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe nationale ce dimanche au stade Robert Champrou de Makori, face respectivement à l'équipe de l'AS Denguélé et de l'US Bassam. L'ambition de l'équipe de Mouna FC est connue, jouer une Coupe d'Afrique la saison prochaine. L'équipe d'Akoupé, encore en lice en championnat, a aussi coché la case Coupe nationale pour atteindre cet objectif. En face, c'est une équipe de l'AS Denguélé menacée par la relégation venue faire le maximum de confiance en vue du sprint final en Ligue 1. Le début de la rencontre est équilibré jusqu'à la 10e minute de la pause. Le portier de l'AS Denguélé, Mamadou Silla, commet une faute hors de la surface de réparation sur Djouma Junior. L'arbitre n'hésite pas à brandir le rouge. Sur le coup franc, le nouveau gardien Mohamed Junior, d'une main ferme, détourne la balle de Kofi Jean-Luc. À la reprise, les actions s'enchaînent dans les deux camps sans véritablement inquiéter les derniers remparts. On s'achemine vers la séance des tirs au but quand une dernière incursion des jaunes et noirs de Mouna, Vassanogo, Aziz Kamara s'écroule dans la défense adverse. Sans hésitation, l'arbitre Dao Mohamed indique le point de pénalty. Malgré la contestation, la sentence est maintenue et le capitaine Souleymane Ouattara transforme le pénalty, offrant ainsi le ticket des quarts à son équipe. Malgré la victoire, le technicien Oussou Israël fustige la qualité de jeu de son équipe mais apprécie la qualification. Son adversaire Kablan Marcelin revient sur critique la décision arbitrale des dernières minutes mais reste confiant pour la suite de la saison en Ligue 1. Je souhaitais passer ce tour-là. Mais malheureusement, il n'y a pas parlé des arbitres, mais on dit un pénalty. Bon, moi je pense que c'est un pénalty non justifié. Dans l'ensemble, on n'a pas été très bon comme d'habitude dans le match. Il va falloir bosser encore plus parce que si on veut aller loin dans cette compétition, il va falloir élever un peu plus notre niveau comme on le fait en championnat. Un peu plus tard dans la soirée, les Sondias de la SOA étaient face aux insulaires de l'US Bassam, tombeurs de l'Africa au tour précédent. Le match se débride en fin de première période. L'attaquant de la SOA, Kassim Martial, bien servi par Sogodogo Yaya, trompe Kane Mohamed de la tête. Mais les militaires n'ont pas le temps de savourer ce but. Kone Abdul Karim intercepte un ballon dans le camp adverse et d'un somptueux lobe des 30 mètres rétablit la parité. Plus entreprenant, les militaires insistent et reprennent l'avantage à la 64e minute sur un chef-d'œuvre de Sogodogo Yaya. 10 minutes plus tard, Kassim Martial y va de son doublé de la soirée avec un ballon qu'il détourne au premier poteau. La SOA 8e au classement en Ligue 1 s'impose logiquement face à une équipe de Bassam en grande difficulté dans la poule A de la Ligue 2.
Le double buteur de la soirée, satisfait de la prestation collective, affiche les ambitions de son équipe pour cette Coupe nationale. Vu qu'on a fait un faux pas pour le championnat la semaine passée, donc là il fallait gagner le match et la Coupe. Donc on s'est motivé entre nous-mêmes les joueurs et puis l'encadrement, tout ça. Donc c'est ce qui a donné cette énergie pour pouvoir battre le Bassam. Le capitaine de Bassam, Soroki Bafori, promet une lutte pour le maintien de son équipe en Ligue 2. Après avoir écarté l'alliance Bafing de Touba, l'équipe de Leader Sporting Club de Makori de Ligue 2 fait les frais de la grande santé de Jacques Dangré. Le club de Détroit balaie ce lundi au Parc des Sports de Trècheville les Verts 3-1 et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe nationale. Au nombre des bourreaux, Adama Meite et Bi Alexandre. Jacques Dangré jouera en quart de finale le RCA. Ah ouais, on imagine que ce quart de finale sera un gros match parce que le RCA, c'est naturellement donc le champion en titre au niveau de cette Coupe nationale. Et puis on a quand même cette équipe séduisante match après match, Jacques Dangré. Donc, vous savez, la Coupe nationale, c'est le seul creuset où vous avez le choc entre les différents niveaux du football ivoirien. Et Jacques, aujourd'hui, est le dernier représentant de la D3, même s'ils ont compensé déjà leur montée pour la Ligue 2. Et ils vont rencontrer le tenant du titre, le Racing, qui a un jeu académique. Ce sera donc une rencontre entre deux formations qui prônent le jeu de possession et de position. On aura forcément beaucoup de spectacles. Mais Jacques Dangré, c'est un véritable régal que de les voir jouer. Et on a hâte d'être à ce quart de finale. C'est clair qu'on a hâte d'être à ce quart de finale et à la Coupe nationale qui continue quand même d'être une compétition majeure de notre championnat. Oui, quelques années auparavant, elle semblait s'être émoussée. Mais quand on regarde toute la communication, tout le dynamisme qui ont été mis cette saison par la Ligue professionnelle, on constate quand même qu'il y a une certaine embellie et comme on le dit, il y a du spectacle avec souvent des rencontres qui sont assez déroutantes, là où on s'attend souvent à la victoire d'un club qui est censé être favori, qui ne joue pas de la même catégorie ou bien qui n'est pas sur le même ring que l'adversaire. Finalement, ça tourne en faveur de celui qu'on a minimisé. On a passé déjà perdant, comme le cas de Jacques Dangré aujourd'hui qui s'est taillé leader de Makori, position patron en face du leader qui est quand même assez costaud, assez puissant en Ligue 2. Donc on a bien envie de voir ce que ça peut donner face au Racing. C'est clair. Mais il y a des clubs quand même qui essayent de rester dans les habitués sont toujours là. Dans leur position traditionnelle, des habitués qui sont toujours là. Moi par contre, j'attends. Je suis impatient de voir ce que ASEC FC San Pedro ou FC San Pedro ASEC donnera bien sûr du côté de la cité. Et ça c'est pour le 23 avril bientôt. En tout cas le match a été reprogrammé donc au 23 avril prochain. On attend de voir ce que ça va donner. Et puis d'ailleurs au passage on voudrait dire bonne chance au Mimosa parce que l'ASEC est allé donc au Maroc pour rencontrer le RS Berkane pour le match retour, quart de finale retour donc de la Coupe de la Confédération CAF et c'est pour ce mercredi 9 avril prochain. Voilà, donc tous les mimos croisent les doigts pour pourquoi pas espérer une qualification. Alors Roméo Koulibaly, on vous dit merci. Merci à vous également. Et puis naturellement on espère se retrouver très vite pour d'autres plateaux. À chaque fois que le besoin se fait ressentir. Et nous on se retrouve juste après cette petite pause. Et voilà, nous plongeons dans l'univers des pongistes avec le président de la Fédération ivoirienne de tennis de table. Il est avec nous, Monsieur Tiemoko Balo. Bonsoir, président. Bonsoir, monsieur Match. Bien ? Très bien, ça va. Alors, votre présence ici se justifie par une très bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire donc, va abriter très bientôt donc, une compétition internationale avec pratiquement 15 pays et 300 pongistes. Tout à fait, c'est ça. Donc, c'est l'Open international de Côte d'Ivoire qui aura lieu du 10 au 12 avril 2025 au Palais des Sports, salle polyvalente, Trècheville. Et c'est un vaste programme qui démarre déjà à partir de demain. Tout à fait. À partir de demain, on a une formation d'arbitre international niveau 1 avec nos jeunes ici qui vont avoir une formation. Le programme continue aussi le mercredi avec une journée porte ouverte pour présenter vraiment notre discipline à l'ensemble de nos populations. Et là, le tournoi ensuite qui vient jeudi. Un tournoi où nous avons des attentes quand même. Cela va faire bientôt 1 an que vous êtes à la tête de cette fédération. Et on sent que les choses bougent, les lignes bougent. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui a été fait? On a d'abord annoncé très tôt que notre ambition était de populariser la pratique du tennis de table en Côte d'Ivoire. Donc ça passe par des actions volontaristes, notamment par la décentralisation, par on va dire la pratique, en développant la pratique du tennis de table dans l'intérieur du pays. Voilà. Vous avez fait combien de villes déjà à l'intérieur? Katiola,
Bunzi Ali, Yakase Atobrou, Isia, Seguela, et j'en passe. Et pour accompagner justement cette dynamique, Salif Ouattara, on a l'ONS qui appuie la fédération à travers une remise de matériel. Récemment, on a même vu le premier responsable de l'ONS qui s'est essayé à une partie de tennis de table. Je crois que c'était en compagnie du président de la fédération. Mais aujourd'hui, au-delà des actions que vous menez, quelle est l'ambition que vous portez pour les années à venir au niveau du tennis de table? Quand on accueille un Open international, je pense qu'on a forcément une ambition quelque part sur le plan international. Bon, sur le plan international, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, du fait notamment de ses infrastructures, est une destination prisée. Ouais. On a les infrastructures routières, on a les infrastructures hôtelières, on a aussi des belles infrastructures sportives comme le Palais des Sports. Donc naturellement, nous, en tant que président de fédération, organiser ce type d'événement est plus facile que dans d'autres pays. Donc on souhaite que la Côte d'Ivoire devienne naturellement un hub du tennis de table en Afrique de l'Ouest. C'est la première fois qu'on organise un Open international? C'est la première fois qu'on organise en tout cas un Open international avec autant de pays. Il y a eu On aura des Chinois, on aura des pongistes qui viennent de la France. Et quels sont les autres pays? Du Qatar également. D'accord. On aura aussi la présence de joueurs aussi allemands. On aura la présence de l'ensemble des joueurs de la sous-région, avec presque une dizaine de présidents aussi qui seront là, de la Guinée, du Mali, pour ne citer que, qui prendront part aussi à la compétition. Alors, tous les Ivoiriens sont là. Quelles sont les chances de la Côte d'Ivoire? Les chances de la Côte d'Ivoire, on a notre athlète phare qui est Oba Kizito, qui sera présent aussi lors de la compétition. Ouais. On a des jeunes pongistes aussi en devenir, comme Dosso Ben, qui est le champion national. Je pense qu'il voudra prouver à tout le monde, à Abidjan, qu'il est capable de faire... Ah ouais, c'est clair, parce que nous, on n'organise pas pour perdre. Hein. Il y a eu la CAN, on l'a remportée. Il y a eu également la Coupe du Monde de Maracana. Ça a été top. Les Ivoiriens l'ont remporté. Et puis bon, on a l'Open international de tennis de table. Vos attentes à ce niveau? Nos attentes, quand on fait ce type d'événement, en tout cas nous, en tant que premier dirigeant de la fédération, c'est d'abord pour gagner en visibilité, notamment. C'est pas la promotion de notre discipline. Autre attente qu'on a aussi, c'est de renforcer nous aussi nos capacités, notamment organisationnelles, sur ce type d'événement. Voilà. Organiser ce type d'événement, ça vous permet de gagner aussi en expérience. Voilà. D'accord. C'est des ambitions qu'on a par rapport à cet Open international. Et donc du 10 au 12 avril, on dirait cette semaine hein, pratiquement, à partir de vendredi, mais il y a quand même certains ateliers qui vont se tenir au niveau de l'arbitrage et tout, dès ce mardi. Et du 10 au 12, la compétition va véritablement démarrer. Qu'est-ce qu'il faut pour participer à la compétition ? Pour participer à la compétition, c'est vrai qu'il y a une sélection, parce qu'on a bloqué notamment pour les seniors hommes le tableau à 64 personnes. Donc il y a une sélection au niveau des meilleurs athlètes. Après, on a voulu ouvrir aussi. Hein. On a cette journée porte ouverte pour que tout le monde vienne aussi s'initier à la discipline, découvrir la discipline. Il y aura vraiment... Et c'est quand la journée porte ouverte? C'est le mercredi 9. D'accord. Palais des Sports. Salle polyvalente de Trècheville. On peut y aller hein, pour s'essayer. Tout le monde, c'est l'occasion rêvée. Il y aura vraiment une variété de publics. On a touché aussi notamment les ambassades de Chine, d'Allemagne, également aussi d'Inde, qui feront venir aussi leur personnel lors de cette journée. Alors, on dit tennis de table, ping-pong. Bon, on va dire que tennis de table, c'est le côté peut-être professionnel. Le ping-pong, c'est utilisé en fait un peu pour le côté loisir. Ouais. Voilà. Salif Ouattara, j'espère vous y retrouver mercredi prochain, pourquoi pas. Je comptais sur vous justement pour pouvoir m'y rendre parce que... Ben, on va s'y rendre ensemble. Je vous vois bien comme adversaire et puis on verra, bon, on va se juger pour voir. Ben, écoutez, venez avec vos caméras et voilà, donc vous verrez hein, comment est-ce que je mettrai ce monsieur à plat au niveau donc, du tennis de table. Ben, ouais, le défi est lancé là, tout de suite. Le défi est lancé, hein. C'est clair. OK. Président, le mot de la fin? Mot de la fin, c'est inviter tous les Ivoiriens, notamment ceux qui Mais vous restez avec nous, hein, quand même. Tout à fait, ceux qui sont dans la région d'Abidjan, de venir participer, s'initier ou aussi regarder des joueurs professionnels. Je profite aussi de l'occasion, comme cité plus tôt, pour remercier le directeur général de l'ONS, M. Ousmane Bané, qui récemment nous a fait un don important de tables qui nous permet de renforcer... 24 tables au total? 24 tables de tennis de table qui vont nous permettre de renforcer nos capacités et aussi d'aller plus loin encore dans notre développement territorial.
D'accord. Merci beaucoup, Président. Vous restez avec nous. Nous allons prendre la direction de quelques villes de Côte d'Ivoire pour justement faire le point des compétitions OASU. C'est avec Moyabi Diabaté et nous avons donc le point du côté d'Aboisseau. Suivant. Le groupe scolaire Emmanuel Dadiaké sera bel et bien présent à la finale du district. Comme c'est le cas depuis 3 saisons, les filles du docteur Rodrigue Koussou ont fait d'une bouchée leurs adversaires du collège Les Princes à Douvlet de Tiapoum. Infranchissables durant toute la partie, Rebecca Gueye et ses coéquipières n'ont jamais tremblé au cours de cette opposition. Victoire 10-1. Un succès pas surprenant au vu de la politique sportive au GCA. Notre jeu était très rapide, donc elle n'arrivait pas à nous suivre. Donc je suis très fière de notre équipe. On a remporté et je suis ici très heureuse. Le sport doit être accompagné des études. Parce que des grands noms du football et même du sport en général que nous connaissons, tels Moura Aoué, tels que Didier Drogba, ils ont fait des études et aujourd'hui ils sont des grands sportifs. Autre établissement qui a brillé à travers sa politique sportive, l'Institut de recherche en mathématiques IRMA de Grand Bassam. Contre le groupe scolaire Emmanuel Dadiaké, Christian Tchoum et ses coéquipiers ont été indéboulonnables. Ce match a permis à chacun de montrer ce qu'il pouvait faire. On s'est bien amusé et par la grâce de Dieu, nous avons eu la victoire. J'ai décidé de jouer au basket et continuer les études en même temps, car ça peut t'aider aussi bien pour les études. Et en jouant au basket, tu peux avoir plusieurs opportunités pour continuer tes études. Sérieux et appliqué, Christian et Philippe Kouakou ont conduit IRMA à la victoire finale 60-25. On s'entraîne du début d'octobre jusqu'à mai. Et puis c'est une organisation qui est bien ficelée, bien coordonnée par l'établissement. Donc ça nous permet d'aller un peu loin dans les compétitions et de glaner quelques petits lauriers. Au football, le collège Dominique Ouattara continue de séduire. Le métronome de cette équipe se nomme Inous Traoré. Issouf, c'est un très bon joueur, c'est un coéquipier très bon. Il encourage les camarades très bien. Il a une qualité de jeu très élevée. Voilà, c'est un leader, un très bon milieu. Il envoie la confiance à l'équipe. Voilà, on a beaucoup confiance en lui quand on a le ballon. S'il continue à s'entraîner, à jouer comme ça, il aura une très belle carrière. Talent brut, Inous a brillé par sa détermination, ses passes décisives et ses buts. Il a largement contribué à la qualification de son équipe contre le groupe scolaire Éléphant de Yaou et le lycée moderne d'Adiaké. Au-delà de ses qualités techniques, Inous incarne parfaitement la vision de l'OASU, celle de voir éclore de nouvelles pépites grâce aux compétitions scolaires. Je suis très content d'avoir gagné ce match, cette finale. Je suis très fier. Et j'espère que nous allons gagner la prochaine finale à Bengourou. Je remercie l'OASU pour ce tournoi. Oui, j'aimerais être un grand joueur professionnel demain. Les compétitions intradépartementales ont donc été un véritable lieu d'expression pour les jeunes talents issus des établissements scolaires. Avec les finales du district prévues pour le 12 avril 2025, les équipes sont surmotivées à poursuivre leurs efforts pour décrocher la victoire. Et oui, quand on voit tous ces gamins qui pratiquent le sport, ça fait plaisir. Qu'en est-il du tennis de table, naturellement? Est-ce que vous investissez aussi les établissements? Tout à fait. C'est une ambition que le tennis de table aussi participe aux compétitions de l'OASU. Donc, dans le cadre de nos journées de développement, c'est souvent à travers les établissements scolaires qu'on passe. Exemple, le lycée Dominique Ouattara à Séguéla. Donc, l'activité s'est faite au niveau de cet établissement. Au niveau de Trècheville, on est là sur un gros projet avec la mairie de Trècheville, avec l'implantation du tennis de table au sein notamment de l'école Région. Ouais. Voilà, donc on veut en fait construire des tables en pierre au sein des établissements pour que les enfants, dès le plus jeune âge, déjà se familiarisent à la pratique de la discipline. Ouais. Donc ça, c'est un projet, le même mercredi de porte ouverte, on a un petit quart d'heure au niveau de l'école Région où symboliquement on va remettre une table. C'est l'école régionale, hein? L'école régionale, je précise. C'est l'école régionale où une remise symbolique de table aussi aura lieu en présence du 4e adjoint au maire, M. Koliabo. D'accord, ok. Mais en tout cas, on voit que ça bouge et naturellement, on sera là pour suivre cet Open international du 10 au 12 avril 2025, donc au niveau du Palais des Sports de Tréjus. C'est au Hall 2 ?
C'est salle polyvalente. Salle polyvalente, plus précisément. Ouais. D'accord. Nous allons parler à présent Maracana avec Konaté Ngamblé qui nous conduit au stade Jesse Jackson pour le point des phases qualificatives pour la Super Division 2025. Et également au Petit Poteau, on a observé la première journée du championnat national et puis on aura au cyclisme le point de l'ouverture de la saison 2025 qui s'est déroulée à Trècheville. Guy Orlius Akbe. Le MC 180 de Yopougon qualifié pour la Super Division 2025. Auteur d'un parcours sans faute avec 8 victoires en autant de sorties, les Corbeaux de Trois-Rouges, vice-champions de l'exercice écoulé, ont surclassé leurs adversaires du groupe D au complexe Jesse Jackson de Yopougon à l'issue des phases éliminatoires du championnat national Trocapeur N1. Nous avons pour objectif de partir à San Pedro et revenir avec le trophée. Comme le MC 180, Lumière Unité Maracana Club de Yopougon a validé son ticket pour San Pedro. Porté par son buteur Abdoulaye Koulibaly, auteur de cette réalisation, l'UMAC arrache sa qualification après un ultime duel face à Iburni Maracana Club qu'il avait battu 3-2 lors du match d'ouverture. J'ai dit à mes joueurs, mouillez le maillot, jouez pour vous, faites-vous plaisir, amusez-vous. Et au finish, ils se sont qualifiés dans la convivialité, la fraternité, l'amitié. Je vais très bien parler tout à l'heure. Ils savent de quoi je parle. Oui, forcément, c'est cette fierté-là, on avait besoin de ça aujourd'hui pour repartir plus aguerri plus que jamais. Et on est très fiers du groupe. Marivera MC de Cocody, Cam de Boaké et Marcory Maracana Club portent à 5 le nombre de clubs de la zone d'Abidjan qualifiés pour la phase finale qui s'annonce intense et passionnante. Oui, l'objectif premier d'abord c'était de se qualifier. Après la qualification maintenant, nous allons aller chercher le trophée national, c'est-à-dire champion de Côte d'Ivoire. Ça fait 3 saisons qu'on n'arrivait pas à se qualifier pour la phase finale. Et par Dieu merci, cette année, on a tout donné et on s'est qualifié. Avec l'ensemble de ces qualifiés, nous allons dès la semaine prochaine, nous serons à l'intérieur du pays. Nous allons à Mans et à Divo. Et ensuite, la caravane va se déplacer de l'ouest à l'est, en passant par le centre, pour finir finalement à San Pedro. Supporters et fans peuvent s'attendre à des matchs intenses et passionnants à l'occasion de la Super Division prévue à San Pedro les 14 et 15 juin 2025. Les 20 meilleures équipes issues de l'ensemble du territoire national tenteront de succéder aux amis du 16e de Yopougon, tenant du titre. 6 rencontres ont meublé l'ouverture de la 8e édition du championnat national de football Petit Poteau qui a démarré ce samedi 5 avril à la salle polyvalente du Parc des Sports de Trècheville. Le tenant du titre, Bafing United, n'a pas fait dans la dentelle face aux académiciens de Grand Bassam. Une victoire 3-0 grâce à la maestria du capitaine Zoko, auteur d'un doublé. L'équipe d'Adjamé du président Toby, menée depuis la première période par Solo Bango, venu de Bondokou, réussit à arracher le nul, un but partout à défaut de s'imposer. Les représentants de la commune d'Atekoubé se sont imposés 1-0 au grand désarroi de Mankono. Mankono a bien joué. Nous aussi, on a monté notre football aussi. Je crois que c'est l'expérience qui a parlé. L'ambition d'Atekoubé, en tout cas, c'est d'être champion cette année. Le président a mis beaucoup de moyens. Avec Dieu, j'espère que tout va bien se passer. L'objectif de la fédération, c'est d'abord de donner une forme à ce qui est en train de se passer. Et nous venons effectivement de voir des équipes, des athlètes qui sont mobilisés, qui ont répondu à la première journée. Et ça nous donne satisfaction dans l'ensemble. Nous sommes en train d'être satisfaits par la qualité de jeu et l'expansion que prend le football Petit Poteau à travers la Côte d'Ivoire. Dans les autres rencontres, Dandement et Pro Star de Daloa se sont neutralisés 1 but partout, tandis que le duel entre les formations de Gagnoua et Songon tourne à l'avantage du commando de la région du Gore avec l'unique but de Messi. Ce sont au total 43 coureurs, hommes et dames, qui ont participé ce dimanche 6 avril 2025 à l'ouverture de la saison de cyclisme sur route dans la commune de Trècheville, à l'initiative de la fédération. La saison a été ouverte dans le mois de février. Nous allons également ouvrir la saison de vélo BMX très bientôt. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que à partir de ce jour-là, nous allons dérouler le calendrier qui est prévu pour 2025. Venus de plusieurs villes, à Savoie, Adzoupi, Abangourou, Dembokro, Tahabo et Abidjan, les différents protagonistes avaient pour instruction d'effectuer 30 tours du circuit fermé chez les dames, soit une distance de 39,9 km, quand les hommes, eux, devaient réaliser 40 tours, soit 59 km 800. Chez les hommes, Anda Enoch, sociétaire de l'ATS de Yopougon, passe en première ligne d'arrivée avec un chrono de 1h46 minutes 8 secondes, suivi de Ouattara Sendou de la SOA et de Conan Thierry de l'ATS.
Bon, c'est une victoire d'abord et je pourrais dire c'est un bon début parce qu'il y a plein de courses qui approchent, donc du coup, espérons aussi faire mieux encore. Sur les dames, la jeune sprinteuse de la SOA, Goro Lydie, a les chaussettes en titane. Appliquée, elle s'offre la course en 1h26 minutes 41 secondes. Elle a été rejointe sur le podium par Dei Ornella et Ladi Mariam. J'ai un matériel qui n'est pas en pleine forme, donc du coup j'étais un peu stressée pour cette course, mais Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai remporté cette course. En tout cas, ça me fait du bien. Nous nous réjouissons donc que ce tour se soit déroulé ici. Vous avez vu le public sortir massivement pour venir acclamer les coureurs et on a assisté à un très beau spectacle et on se donne rendez-vous certainement l'année prochaine. La commune de Treichville, désormais habituée à accueillir des compétitions de cyclisme, a réaffirmé son engagement à accompagner la fédération dans ses activités. Et voilà donc Guy Orlus Paye pour bien dire les choses. Passons à présent aux autres tournois. Nous faisons le point du lancement du tournoi ADIEMS 24 parrainé par le ministre délégué en charge des sports Adjemet Silla. C'était donc au niveau de la capitale du Léboutou, à Dabou, précisément à la place Bédier. Ensuite, nous parlerons du trophée Kobenan Adjumani remporté par Ngaré et Kwasi Nzikro qui remporte le trophée Nguessan Lataille. Le point complet avec Véronique Conan. En lançant ce samedi 5 avril 2025, la deuxième édition du tournoi ADIEMS, doté du trophée Alassane Ouattara, le ministre Adjé Silas Medj veut ainsi rassembler toutes les couches sociales de la région autour des idéaux de cohésion et d'unité du tissu social. Les tournois intervillages ont toujours été l'occasion de joutes, de bagarres en village. Or, ces rencontres nous donnent l'occasion de détecter des talents à promouvoir. Et Dieu seul sait combien de pépites sont cachées dans les bas quartiers, dans les villages, dans les hameaux. Il faut donner donc l'occasion à ces jeunes d'exprimer leurs talents. C'est ce que nous faisons. Chers amis jeunes, à vous également de profiter de ce tournoi pour saisir la chance de votre vie. Les 32 équipes des quartiers et villages de Dabou ont effectué leur parade devant de nombreux invités, affichant ainsi leur volonté de s'affronter pour tenter de détrôner le village de Vieille-Claude, champion en titre. Pour cette deuxième édition, nous constatons qu'il y a plusieurs équipes et chaque équipe s'est renforcée. Mais comme toujours, c'est Vieille-Claude, on espère et on va toujours garder la coupe à la maison. Du 12 juillet au 31 août prochain, les équipes et leurs supporters vont animer la place Bédier, espace choisi pour abriter les rencontres. Dabou, capitale de la région des Grands Ponts, veut ainsi confirmer à travers ce tournoi son statut de ville sportive. Dans la région du Gontougo, le village de Sangueta a abrité la finale du tournoi de football doté du trophée Kobenan Kwasi Adjumani. C'est vraiment une belle journée, une belle fête. Félicitations à tous les joueurs. L'équipe de Ngaré a remporté son duel face à l'équipe locale de Sangueta au terme d'une séance de tir au but. Le village de Didakayabo, dans la région du Nzi, accueille la Supercoupe Kofi Nguessan Lataille. En finale, l'équipe de Kwasi Nzikro en bleu-blanc affronte celle de Gimbo Bayassou, Toto 2, vainqueurs des différentes finales qui se sont déroulées dans leurs sous-préfectures respectives. Devant supporters et soutien indéfectible, c'est finalement au tir au but que le village de Kwasi Nzikro s'impose 4-2. On a assisté à un beau match. La rencontre a apporté un petit pas et un petit renfort à la cohésion sociale dans la région du Nzi. Les dames ont aussi joué leur partition en s'illustrant dans un match de gala qui a opposé l'équipe du conseil régional du Nzi en bleu à celle de Didakayabo. Une victoire incontestée de l'équipe féminine de Didakayabo. Et voilà donc, c'était le tour complet de cette actualité. Il faut noter l'actualité majeure. Déjà donc la brillante qualification des éléphants U17 au Maroc pour les quarts de finale et surtout pour le mondial. Et puis l'Open au niveau des tennis de table qui s'ouvre déjà dès ce mardi avec des activités annexes. Et puis il y aura surtout cette compétition qui va démarrer du 10 au 12 avec, pourquoi pas, beaucoup de chance pour les éléphants.
Tout à fait, tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter d'autres choses, d'autres précisions? D'autres précisions qui concernent peut-être la suite du programme au niveau annuel. Oui. On aura une formation également à Korogo qui sera une première, donc du 12 au 16 mai, donc une formation d'entraîneur. Donc on parle de développement, mais ce n'est pas que des mots. On va aussi initier les différentes populations à notre discipline à travers cette formation. Et on va regrouper 6 directions régionales des sports lors de cette formation. En tout cas, bon vent à vous, président Tiemoko Balo, président de la Fédération ivoirienne de tennis de table. En tout cas, un président ambitieux qui a envie d'emmener très loin cette discipline. Salif Ouattara. C'est de ce genre de président de fédération qu'on a aujourd'hui besoin, des présidents qui ont une vision. J'ai pris plaisir à l'écouter, à comprendre un peu les axes stratégiques qu'il compte développer tout le long de son mandat. Mais comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. Est-ce que finalement, vous n'aurez pas tout fait en 4 ans ou en 3 ans, alors qu'il y a quand même des années encore à venir où vous pouvez dérouler encore un autre projet. Mais finalement, quand on vous entend, apparemment, tout va se faire déjà en 4 ans. Bon, je pense que, vous savez, on a un tel retard. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'au tennis de table, on va dire un peu plus de 1000 licenciés. Notre ambition, c'est d'aller au-delà, c'est d'aller à 10 000, encore plus de licenciés d'ici peut-être les 5-10 ans à venir. Donc c'est à partir de là réellement qu'on va pouvoir développer notre discipline, parce que nous, on pense que c'est à travers la masse aussi qu'on va pouvoir détecter aussi des talents et pourquoi pas demain avoir des représentants aux Jeux Olympiques. Je pense que c'est l'objectif, en tout cas, de toute fédération, de faire résonner l'hymne national ivoirienne. Merci encore une fois à vous, président Tiemoko Balo, président de la Fédération ivoirienne de tennis de table. Je rappelle que la Côte d'Ivoire va abriter l'Open international de tennis de table avec plusieurs pays, dont des pays dont la France, l'Allemagne, la Chine, c'est ça ? Le Qatar. Voilà, donc tous ces pays qu'on retrouvera du 10 au 12 avril prochain. À partir de quelle heure déjà ? C'est à partir de 8h. À partir de 8h, donc, à la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville. Venez, et puis il y aura des séances également pour s'initier au tennis de table. Merci beaucoup à Salif Ouattara. Merci Samuel. Merci Président. Merci. Et puis on dit encore bravo aux Éléphantos et puis surtout bon vent pour la suite. On espère naturellement, pourquoi pas, aller à la finale et soulever ce trophée de la CAN U17. C'est ici qu'on s'arrête pour ce lundi sport. Portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis et à très très bientôt. Au revoir.